Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Nous allons parler de NFT pendant 1 heure. On va expliquer déjà concrètement ce que c'est un NFT avec des cas d'usage, des exemples concrets pour savoir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec des NFT, les opportunités pour le secteur des médias et notamment l'écosystème du podcast. On parlera aussi bien sûr des limites, des faiblesses quand on lance un projet de NFT, des retours d'expérience, des cas d'usage vraiment concrets avec 5 personnes autour de moi. Je suis très content de les avoir. On va commencer par présenter Buffalo, qui est un DJ producteur, à côté Damien Douani, qui est producteur de podcast Les Éclairs du numérique, et à côté aussi Laurent Beignet, qui est rédacteur en chef de 20 minutes, qui est aussi à l'initiative du super projet 20 minutes. Marine de Belloir, qui est rédactrice en chef de Cryptost, qui est un média de référence en ligne sur l'actualité des crypto-monnaies. Et puis Alix de Goldschmidt, qui est responsable produit et innovation du groupe M6. On va commencer avec toi, Marine. En fait, comme je t'ai invité parce que je me suis dit on va inviter une personne de la presse spécialisée, donc Cryptost, qui est un site vraiment de référence sur voilà, même pour les gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. C'est vraiment un super site pour comprendre ce qui se passe sur l'actualité du secteur des crypto-monnaies. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu concrètement, avec des termes assez simples, qu'est-ce qu'un NFT en fait, quel problème on veut résoudre avec cette solution technologique? Oui, on peut commencer. Alors, je vais essayer de faire ça dans les termes les plus simples possibles, parce que c'est vraiment un sujet qui est très technique. Si à un moment il y a un terme qui vous semble un peu bizarre, n'hésitez pas à me faire signe et je pourrai vous l'expliquer. Déjà, on va commencer par parler de blockchain, parce que la blockchain, c'est la technologie qui sous-tend les NFT. La blockchain, c'est surtout connu avec le Bitcoin. En fait, ça a été créé un peu avant le Bitcoin, mais ça a vraiment explosé au moment du Bitcoin, au moment où il a commencé, vers 2009 environ. Et quand on pense à la blockchain, on pense souvent à des actifs comme ça, à de la spéculation, etc. Sauf qu'au final, il y a toute une vague de technologies qui a été créée sur la blockchain, dont les NFT, mais c'est qu'une toute petite partie. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. L'intérêt de la blockchain, pour expliquer en termes très rapides, une blockchain, en fait, c'est une suite de blocs, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on a des blocs qui contiennent des données, dont des transactions pour le Bitcoin, par exemple, et qui sont enregistrées de manière séquentielle. C'est-à-dire que si j'envoie un Bitcoin à quelqu'un et qu'il m'en renvoie un plus tard, c'est enregistré l'un après l'autre dans la blockchain. Les gros avantages de la blockchain, c'est son côté décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité centrale qui la contrôle. Elle est contrôlée vraiment par toutes les personnes qui la font fonctionner sur le réseau et qui sont situées partout dans le monde. Ça, c'est le point le plus important. Pour des créateurs de contenu, on a tendance à oublier qu'en fait, on est très tributaire d'une plateforme. Pour quelqu'un qui fait un podcast, par exemple, on est tributaire de YouTube, de Spotify, de ce genre de plateforme. Avec la blockchain, on peut créer des solutions qui nous permettent de se détacher de ça. Ensuite, la blockchain, elle est infalsifiable. C'est-à-dire qu'une fois qu'une transaction ou une donnée elle est enregistrée dans la blockchain, elle devient absolument inaltérable. Et donc, ça permet d'avoir des certifications et une sécurité très importante. Donc là encore, ça distingue du web un peu classique où on peut revenir sur des produits et les modifier. Du coup, c'est sur ce côté, en fait, sans intermédiaire, qui rajoute c'est cette innovation technologique qui va servir pour les NFT. Alors, les NFT, concrètement, ça va être... on parle souvent que c'est un titre de propriété numérique. Les cas d'usage, par exemple, on pourrait avoir des objets de collection virtuels. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en NFT? Quel cas d'usage on a avec ça? Je vais juste faire un tout petit point technique Ouais. sur les NFT pour expliquer en quoi ils sont différents des bitcoins. Les NFT sont par définition non fongibles. Alors c'est un mot qui veut simplement dire qu'ils n'ont pas la même valeur, ils n'ont pas les mêmes attributs. Pour donner un exemple, une pièce d'1 euro, elle aura toujours la même valeur qu'une autre pièce d'1 euro. Un bitcoin aura toujours la même valeur qu'un autre bitcoin. Et en fait, ce qui se passe avec les NFT, c'est des actifs un peu comme le bitcoin qui ont des valeurs différentes. Donc ça veut dire qu'on peut leur appliquer des caractéristiques différentes et qu'on peut les différencier. L'exemple le plus classique qu'on a, c'est les photos de profil qui ont un peu buzzé ces dernières années, comme les CryptoPunks, les Bored Ape, etc. Alors ça reste majeur au niveau de l'argent que ça transporte dans le monde des crypto-monnaies, mais c'est qu'une seule application des NFT. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour vous donner des exemples,
un NFT peut être utilisé pour certifier un contrat ou quelque chose comme ça. Par exemple, on voit de plus en plus de cas d'usage d'administration qui se servent des NFT pour délivrer des diplômes, par exemple. Donc typiquement, une université pourra créer un NFT et ce NFT renverra au diplôme de la personne. Ça permet de s'assurer d'une part que c'est jamais falsifié, que c'est traçable et que c'est très facilement échangeable, transmettable, etc. entre les différentes organisations de manière beaucoup plus souple qu'une feuille de papier, par exemple. Alors, on a un exemple d'un podcast qui a lancé sa collection en NFT. Donc, Damien, tu as été le tout premier à tester la plateforme uncut.fm, Oui. qui, pour ton podcast Les éclaireurs du numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette plateforme uncut.fm, qui est une plateforme spécialisée pour aider les créateurs et créatrices à, on va dire, faire fédérer leur communauté et monétiser aussi leur contenu via des NFT, en lançant facilement des NFT. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce projet et qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Alors, juste pour expliquer en 30 secondes ce que c'est que les éclaireurs du numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast indépendant qui existe depuis maintenant 4 saisons, qui décrypte les enjeux cachés du numérique. Et donc, à ce titre-là, on adore expérimenter des choses, justement pour savoir en parler, et qui est coproduit par donc moi-même, Damien Douany, que je qualifie de geek et spécialiste des usages émergents, Fabrice Epellouin, qui est un ancien activiste, et surtout Bertrand Lenôtre, qui est un pionnier des podcasts en France. Et donc, nous trois, effectivement, on s'est dit, tiens, quand les NFT ont commencé à, on va dire, il commençait à y avoir un buzzword, du bruit autour de ce truc-là, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de regarder ça. Et effectivement, on a été contacté par la plateforme uncut.fm, qui est donc pilotée par Carlos Diaz aux États-Unis. Le fait est que j'ai déjà travaillé avec Carlos par le passé, donc il m'a expliqué un peu son projet. L'idée, c'était quoi ? C'est de dire comment on peut appliquer le principe du NFT au podcast pour faire en sorte alors il l'expliquerait mieux que moi, de rendre le pouvoir, on va dire, aux créateurs. Donc l'idée étant de dire, on va essayer d'éliminer les intermédiaires et faire en sorte que, quand on est créateur de podcast, on puisse associer à ce podcast une valeur qui sera liée donc à un NFT, comme l'expliquait Marine, et se faire en sorte que ensuite chaque créateur de podcast puisse associer la valeur qu'il a envie aux personnes qui vont acheter un bout du podcast. Donc on n'achète pas un bout du podcast, on achète, on va dire des caractéristiques qui sont liées à ce qu'on appelle un smart contract. Donc en gros, qu'est-ce que vous avez envie de mettre si vous achetez un bout de mon podcast ? Qu'est-ce que vous avez en retour ? Voilà, pour faire simple. Et donc, c'est ce que veut essayer d'automatiser et mécaniser de manière simple la plateforme uncut.fm. Et je crois que Carlos doit intervenir tout à l'heure, donc en vidéo tout au moins. Alors non, on va rediriger vers un site. Il expliquera certainement. Voilà. Donc, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa d'expérimenter ça. Pourquoi pas ? Donc, il se trouvait qu'il y avait une actualité assez tragique à ce moment-là, qui était le lancement de la guerre en Ukraine. Et on s'est dit, ça peut être l'opportunité de tester un truc autour de ça. Et donc de lancer on va dire autour d'un podcast spécial qu'on avait fait sur justement le numérique, l'Ukraine et la guerre. On s'est dit, tiens, on va proposer un NFT. Donc l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de dire, vous allez pouvoir, pour une 50aine d'euros, associer un NFT, acheter un bout d'NFT. On avait émis, je crois, une 50. Et l'argent qui sera récolté ira directement, et c'est ça qui était intéressant, ira directement sur le crypto wallet, donc le portefeuille de crypto-monnaie du gouvernement ukrainien. Qu'il y en a un, oui. Et donc, l'intérêt de la blockchain, c'est que c'est transparent, c'est vérifiable et c'est infalsifiable. Voilà, l'idée, c'est de dire cette technologie-là. Exactement. L'idée, c'est de dire, plutôt que de dire renvoyer à X ou un tel, on va dire, ONG qui pourrait collecter de l'argent, nous, on s'est dit, on va faire directement du producteur au consommateur, si on peut dire. Autrement dit, directement de l'argent qui sera posé, et par le fait que la blockchain soit infalsifiable, vous êtes sûr que l'argent ira directement là-bas. Voilà. Et ça, c'était le principe. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est pourquoi passer par ça, par un NFT et pas par des solutions comme Patreon, par exemple. Qu'est-ce qui change dans la façon de collecter de l'argent et de le redistribuer, à part ce côté infalsifiable En fait, je pense que le principal point, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, en gros, le fait de se dire, on va ne pas passer par une plateforme intermédiaire. Donc, qui a droit de vie ou de mort sur le projet, quoi. Voilà. Donc, typiquement, si demain, n'importe quelle plateforme que vous utilisez a envie de vous fermer pour une raison X ou Y, parce que vous contrevenez à leurs conditions générales d'utilisation du jour au lendemain, parce que voilà, eh bien, on peut fermer. Donc, par conséquent, l'idée, c'était de dire, effectivement, le principe du NFT, c'est ça, c'est comme je le disais, du producteur au consommateur, et d'avoir cette logique de distribution directe, et ensuite de proposer des choses à une communauté qui va s'intéresser à vous. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec cet exemple de NFT. Alors, je vous le dis tout de suite, on s'est complètement planté. Et donc, ce qui est intéressant, on s'est planté. Ou tout au moins, on va dire que ça n'a pas marché comme vous voulez. Et on a appris
beaucoup de choses. Si on a 2 minutes juste pour donner ce retour d'expérience là-dessus, en fait, on s'est rendu compte de 3 choses. La première chose, c'est que notre NFT ne proposait pas la bonne expérience, ne proposait pas la bonne valeur, on va dire, aux personnes qui nous écoutent et qui pouvaient l'acheter. Alors, pour faire simple, on en a vendu 12, je crois. Ce qui est pas mal. C'est sur 50. Sur 50, oui, mais justement, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on avait discuté avec l'équipe de Carlos Diaz à l'époque, et aujourd'hui, ils en mettent 10. Il en met 10 par podcast. Donc, autrement dit, je pourrais vous dire, c'est un super succès. On en a fait 10, on en a vendu 12. Ou tout au moins, on a explosé nos scores. Bon, à l'époque, on a mis la barre plus haut. C'était combien déjà? C'était $50 que tu avais? C'est ça. Ouais, $50. Donc, le premier élément, c'est pas la bonne expérience. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour l'instant, tout au moins, acheter un NFT doit être associé à une valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est quoi? C'est associé, je dis n'importe quoi, à un set spécifique et privé d'Algolia, de Buffalo, excuse-moi. Algolia, c'est un autre DJ qu'on a interviewé sur les NFT. Donc de Buffalo, par exemple, c'est pouvoir discuter en privé avec la communauté de 20 minutes, que sais-je. Bref, c'est ajouter une valeur ajoutée à ce NFT. Et là, il n'y en avait pas. Là, l'idée, c'est de dire l'argent va transiter directement au gouvernement ukrainien. Et il n'y avait pas, par exemple, vous aurez la possibilité de discuter pendant 2 heures avec des éclaireurs du numérique sur toutes les discussions, enfin tous les sujets qui peuvent vous intéresser. On aurait pu le faire, on n'y a pas pensé. On aurait pu aussi distribuer un badge qu'on aurait mis fièrement sur les réseaux sociaux, sur son Twitter, que sais-je, son Discord, en disant voilà, j'ai participé à la levée de fonds pour l'Ukraine, par les éclaireurs et ainsi de suite. On aurait dû le faire, on ne l'a pas fait. Donc il y a cette dimension égotique, cette dimension d'affichage aussi, qui pour l'instant aujourd'hui a une valeur. Parce qu'on est encore sur des usages émergents, on a des early adopters, et donc il y a cette notion de dire hey, regarde, j'ai le pins. Et bien ça, on ne l'a pas fait. Et on aurait dû le faire aussi. Donc je pourrais vous dérouler plusieurs choses comme ça, mais donc il y a ce premier élément qui est la valeur d'usage. Le deuxième, c'est le prix. On a mis trop haut. Voilà, je pense qu'honnêtement, une $50 pour faire un don, pour soutenir l'Ukraine, sachant d'abord, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à collecter de l'argent, on n'était pas les seuls. Et puis, on n'a pas forcément non plus de crédibilité. On n'est pas la Croix-Rouge, on n'est pas Médecins sans frontières, que sais-je. Donc, comme on n'avait pas cette crédibilité, on aurait dû baisser le prix pour faire en sorte que ce soit plus accessible et que finalement des gens se disent OK, pour 20 € ou 15 € ou 10 €, allez, ça ne m'engage pas tant que ça, je fais une bonne action, j'y vais. Donc, finalement, 12 vendus, c'est pas mal. Et au final, il y a aussi cette question du nombre de NFT à émettre. On aurait dû certainement en émettre moins parce qu'il fallait être lié à l'attente de notre cible. Et notre cible, nous, on l'a pensé, et elle est technophile. Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une cible de gens qui sont assez pointus sur le sujet, qui aiment bien aussi les notions qui sont très portés sur le libre, qui sont très portés sur des choses assez pointues. Et c'est assez amusant de voir que certaines personnes nous ont demandé pourquoi vous faites des NFT en fait, c'est ça, vous êtes un peu gadget, c'est le truc du moment, vous êtes à la mode. Donc il y a eu une sorte pour certains un peu de défiance par rapport au fait de vous dire mais vous aussi vous y mettez, alors que nous c'était une expérimentation. Et donc tout ça mélangé a fait, je crois, qu'on n'a pas atteint ce qu'on aurait voulu. Donc en résumé, 3 choses à retenir: l'expérience, le bon prix et vous adresser, on va dire, à la bonne cible, ou tout au moins proposer les bonnes choses à la bonne cible. Ça permettra certainement d'avoir un meilleur succès. Si on doit le refaire, c'est comme ça qu'on le fera. Alors, ton retour est intéressant parce que justement, on va parler de la valeur perçue avec l'expérimentation de Laurent, où là, pour le coup, la collection de 999 NFT pour 20 mint, là, il y a une vraie valeur perçue, en tout cas, là, ça a été vendu, vous avez levé combien? 200 000, équivalent de 200 000 €. 280 000, ouais. Voilà. Tout ne va pas à 20 minutes. La moitié, elle est à 20 minutes, la moitié aux partenaires techniques. Ouais. Donc, on va expliquer un peu ce qu'est 20 mint, etc. Mais en gros, pour les NFT, là, pour toi, ça a servi à lancer un nouveau média, en fait. Ouais, ça a surtout servi à retravailler avec une communauté, parce que moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Effectivement, la richesse d'un petit journal qui diffuse beaucoup comme 20 minutes, mais qui est une entreprise de 200 personnes, c'est ses lecteurs. Alors, c'est le message le plus galvaudé qui soit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui donne à l'information sa finalité, puis c'est ce qui donne à l'entreprise sa valeur. Et c'est vrai qu'on a, ces dernières années, quand on a pensé à concevoir des communautés, utiliser des plateformes qui nous ont dépossédés de ce lien avec les lecteurs. Et puis nous-mêmes, on s'est un petit peu laissé aller à accorder un peu trop de crédit à des indicateurs qu'on estimait des indicateurs d'engagement social, un like, un partage. Ah, super, on a une communauté qui nous suit. Et puis au final,
2 500 000 personnes sur Twitter, vous leur proposez derrière de faire telle ou telle action, de nous aider sur tel ou tel projet, et on n'a pas grand monde qui nous suit, parce qu'une communauté, c'est pas simplement réunir sur une plateforme des gens qui ont marqué à un moment de leur parcours de navigation un intérêt pour votre marque, c'est essayer de leur faire des choses avec une mission commune. Et c'est finalement ce qu'on s'est attelé à faire avec ce projet de magazine qu'on va publier le 16 juin. Un magazine de 24 pages entièrement consacré au Web3. On va essayer de refaire ce que vient de faire Marine avec nos maigres talents, c'est-à-dire d'expliquer, de faire de la pédagogie à destination de gens qui ne sont pas nécessairement intéressés pour l'instant par le Web3, la blockchain, les applications décentralisées, le métavers ou les métavers. On va essayer d'entrer dans ces thématiques. Il y a des articles qu'on espère les plus concrets et les plus intéressants possibles. Et on va les distribuer à 800 000 exemplaires le 16 juin dans toutes les grandes villes françaises, ce qui avait un coût et ce qui représentait aussi un défi technique. Le coût, on l'imagine, le papier coûte super cher, de plus en plus cher, pression sur la demande. On avait besoin de quelques dizaines de milliers d'euros dans un contexte où l'entreprise 20 minutes n'est pas forcément florissante, parce qu'on a souffert peut-être plus que d'autres du Covid. En tout cas, c'était le cas en début d'année. Et puis, on avait l'écueil technique qui était comment on fait, nous, avec une rédac généraliste qui couvre aussi bien du sport que les événements en Ukraine, pour avoir une vision un peu pointue et en même temps intéressante de ce qui se passe dans le Web3. La réponse à ces deux questions, ça a été le NFT. Ça semble peut-être contre-intuitif, mais c'est de se dire on va vendre à 1000 personnes le droit ou le devoir de nous aider à informer des millions de personnes, en tout cas 800 000 détenteurs de journaux, et puis ceux à qui ils en parleront ensuite. Et donc, on s'est mis en quête de ces 1000 personnes qui nous aideraient à réaliser ce magazine. On s'est dit où ils sont ces gens-là. Ils sont au bout du MetaMask. Ils sont au bout de ce petit pouce quand vous validez une transaction. Si vous avez déjà un MetaMask, si vous avez déjà acheté MetaMask, c'est un portefeuille électronique, quelconque portefeuille d'ailleurs, mais si vous avez déjà acheté un actif numérique de ce type, si vous avez déjà acheté un NFT, il y a de fortes chances que vous ayez déjà fait ce travail de sensibilisation autour de vous, parce qu'on vous a demandé pourquoi vous mettiez de l'argent là-dedans, parce qu'on vous a demandé si vous étiez cinglé ou si vous blanchissiez de l'argent pour... Enfin, toutes les discussions qu'on a les uns les autres quand on rentre dans nos familles respectives. Et donc, on s'est dit, on va leur proposer de nous rejoindre. On leur a proposé d'acheter plus exactement une machine à écrire vendue à 280 € à peu près en équivalent Ether. Machine à écrire Virtuelle, assez fantaisiste pour le coup, assez rigolote. J'y suis pour rien, mais je la trouve très marrante et la designeuse a super bien travaillé là-dessus. Et puis, on va leur donner, une fois qu'ils auront acheté ce NFT, la possibilité de concevoir avec nous le magazine, de choisir les sujets qui les intéressent, de mener des interviews avec nous, et puis plein d'autres petites surprises qu'on leur fait découvrir au fur et à mesure, un petit peu avec la même logique que ce que fait Carlos et tout le monde tous ceux qui le rejoignent sur Uncut, cette idée de créer des nouvelles choses avec la communauté. Et oui, ça a plutôt bien marché. Le magazine sort le 16 juin, ce sera quand même le bon moment pour se demander si ça a bien marché, de savoir si les gens qui lisent ce magazine le trouvent intéressant, si ça leur a donné envie d'aller un peu plus loin. Et puis, si ça marche bien, on a plein d'autres idées. Donc, ça veut dire qu'il y a 999 places au comité éditorial, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que finalement, avoir un NFT, c'est avoir une part comme si on était dans de l'actionnariat? Moi, je n'aime pas considérer ça comme ça. D'abord parce que le lien capitalistique n'est pas forcément ce qui a déterminé la création de cette communauté. Effectivement, il y a de l'argent pour mener un magazine, mais pour le publier, pas nécessairement l'argent qu'il nous faudrait pour créer from scratch un magazine de ce type. Parce qu'on est d'accord qu'on a une part qu'on peut revendre aussi après derrière. En revanche, voilà, on a une part d'une communauté, d'une association. Pour moi, c'est un club ou une association, les Amis de 20 Mint, à laquelle on va donner beaucoup plus de pouvoir que dans certaines de ces associations, parce qu'on va leur proposer d'être vraiment les détenteurs de la ligne édito, ou en tout cas les personnes qui vont l'appliquer et l'amplifier. Mais les profits restent globalement chez nous. On va reverser une petite partie des profits publicitaires du numéro dans un fonds, mais davantage d'abord pour remercier ceux qui sont venus avec nous et pour expérimenter ce qu'on peut faire avec une DAO, donc une autre des applications un peu sympas du Web3, donc une forme de coopérative numérique. Marine expliquerait ça beaucoup mieux que moi, mais on va leur proposer de décider collectivement de ce qu'on fait de cet argent qu'on a collecté, aider d'autres projets, aider pourquoi pas vos projets si vous en avez à émerger et s'ils passent par des logiques Web3. Et puis continuer à apprendre. Mais l'objectif, c'est pas d'en faire des fonds de soutien communautaire, quoi, en gros. Ouais, fonds de soutien communautaire, on peut voir ça comme ça. Buffalo, tu es DJ.
on a pu t'entendre mixer dans les studios de Radio FG. Et la particularité, c'est que ton set était certes diffusé sur Radio FG, mais aussi en simultané au sein du métavers Decentraland, dans une boîte de nuit virtuelle. Et en fait, c'est un peu ça ta particularité, c'est que toi, suite à la crise sanitaire, tu t'es dit, ok, les boîtes sont fermées, mais en fait, je vais du coup aller dans les boîtes de nuit, mais virtuelles, et je vais faire je vais mener, alors c'est quoi, le Metaverse Tour, et tu as fait le tour des boîtes de nuit virtuelles, en fait. C'est ça, exactement. En fait, je l'ai fait où j'ai été poussé, je ne sais pas trop, mais c'est sûr et certain que la crise a un petit peu individualisé les personnes, nous a forcé à nous tourner vers des divertissements qui étaient un petit peu plus individuels, fatalement. Je pense que ça a été un gros catalyseur déjà pour le Metaverse. Pour me présenter en 2 minutes, moi je m'appelle Buffalo. Je produis un style de musique qui s'appelle la futuristic western music. C'est tourné autour de la folk, du blues, de la country, mais remixé avec de la musique électronique pour en refaire un art au goût du jour. J'ai des collaborations avec, par exemple, Brother Didge, qui est un des chanteurs de Django Unchained. Donc j'ai vraiment essayé de fixer vraiment l'art sur des productions de qualité. Et puis, étant dans l'univers crypto depuis 2017, je me suis tourné effectivement vers les NFT en 2021. Et j'ai commencé à m'y intéresser, un petit peu comme mon confrère, d'une manière un peu maladroite sur la première collection que j'ai sortie, qui aussi a été un échec, mais qui derrière m'a fatalement énormément appris et m'a permis de comprendre le véritable pouvoir que ça pouvait emmener aux artistes musicaux aujourd'hui et ce que ça pouvait créer en termes de lien avec une communauté. Le NFT, c'est une unité de données. Voyez ça avec une métaphore un petit peu grasse, comme une boîte qu'on peut remplir avec n'importe quel type de contenu média. Pour un artiste musical, forcément, la première des choses qu'on va penser, c'est un titre, un morceau, une composition qu'on va pouvoir proposer à sa communauté avec un certain nombre d'éditions. Si demain je sors un titre sur une plateforme de streaming, elle va être accessible pour toute personne qui disposera de son abonnement ou qui aura envie d'écouter ce titre, ou sur YouTube gratuitement. Si je décide de faire une sortie en NFT, je vais avoir un nombre précis d'éditions qui vont me permettre d'avoir une rareté inconsidérable par rapport à un autre type de sortie. Et ces éditions-là vont pouvoir être vendues, distribuées à des acquéreurs qui les auront dans leur portefeuille. On parle bien de 7 éditions. Si par exemple, je sors un titre qui s'appelle Western et que je fais 10 éditions de ce morceau-là, une personne pourra avoir la 1 sur 10, la 2 sur 10, la 3 sur 10, comme une œuvre d'art. En soi, je trouve que c'est un bon point pour la musique. Ça permet vraiment de donner de la rareté, de donner de la qualité au produit, mais pas que. Aujourd'hui, quand on est un artiste, on a beaucoup de choses à faire, un artiste musical, notamment s'occuper de ses réseaux sociaux, plein de choses qui peuvent être un petit peu différentes, on va dire, du sentier de base, c'est-à-dire le studio, la tournée, etc. Aujourd'hui, dans le Metaverse, on a aussi la possibilité, avec les NFT, de pouvoir générer toute une communauté et fédérer toute une communauté autour de merchandising, on va pouvoir l'appeler comme ça, ce qui s'appelle des wearables, des vêtements virtuels que les gens peuvent porter dans des espaces virtuels qu'on appelle le Metaverse. Le Metaverse a été créé par plusieurs personnes qui voulaient à la base faire un espace de rencontre, un espace social pour les gens, pour qu'ils puissent se parler, échanger ensemble, participer à des activités, etc., etc. Je reprends mon souffle parce que là-dedans, c'est un peu chaud. Et un beau jour, ils ont commencé à y mettre des clubs virtuels, où le but du jeu était de rentrer dans une construction en 3D et de pouvoir s'amuser, profiter du DJ set s'il y avait un DJ set, profiter d'un artiste, d'un musicien si jamais il venait jouer. Pouvoir découvrir quelqu'un en n'étant pas limité par les frontières du physique, les barrières des pays, des voyages, des choses comme ça, depuis le confort de son salon, au final, et de pouvoir donc du coup découvrir ce type d'artiste. Quand j'ai vu qu'on avait la possibilité de pouvoir faire ce genre de show, je me suis dit, OK, on va essayer de faire les choses bien et de faire les choses en grand pour pouvoir, entre guillemets, démocratiser cette nouvelle technique et faire en sorte que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Je reprends mon souffle. Du coup, j'ai contacté Radio FG au mois d'octobre dernier et je leur ai proposé ce qu'on a appelé un Metaverse Tour, qui était en fait la première tournée dans des clubs virtuels, dans un espace, dans un Metaverse qui s'appelle Decentraland. Et on a fait une tournée en fait sur 2-3 mois dans 6 clubs où à chaque fois on a réuni, alors c'était progressif forcément,
Au début, on était sur 200, 300 personnes. Après, on est monté à 500, 1000, 2000. Et la dernière soirée a rassemblé à peu près 2000, 2500 personnes. En gros, comment est-ce qu'on compte ces gens-là? Comment est-ce qu'on se dit qu'il y a vraiment 2000 personnes qui se connectent? Eh bien, la réponse, c'est exactement la même que précédemment, les NFT. Étant donné que c'est une unité de données et on peut en faire à peu près ce qu'on veut, on a inventé un système qui s'appelle les POAP, P-O-A-P, Proof of Attendance and Participation. C'est ni plus ni moins votre ticket d'entrée en soirée. Ce qui veut dire que quand vous arrivez dans un club virtuel, vous prenez votre petit ticket à l'entrée et vous êtes compté. Pas de manière révélée, de manière anonyme. Votre wallet est compté. Et vous êtes comptabilisé dans cette soirée et ça vous permet du coup d'avoir une idée de combien de personnes à peu près viennent voir vos shows et viennent regarder ce qui se passe. Ce qui est super, c'est que quand on vient dans une boîte de nuit virtuelle, il y a tes fans qui ont des wearables de ton univers, en fait, qui portent des manteaux avec un buffle dessus. Même il y en a qui demandent à avoir des masques, comme là tu l'as en réel. En fait, c'est une forme de goodies virtuels. Tu animes ta communauté comme ça avec des NFT. C'est ça, en fait, quand je disais tout à l'heure justement qu'on tend aujourd'hui à sentir de nos sentiers justement pour promouvoir notre art, avec les réseaux sociaux, avec TikTok par exemple, avec ce genre de choses. Et ben aussi, on a aussi ici un tout nouveau vecteur de communication qui sont les wearables. Ça veut dire des vêtements virtuels, concrètement. Vous connaissez probablement, je prends l'exemple de Fortnite, et vous connaissez probablement des jeunes qui vont acheter des skins Fortnite pour leur personnage. Des vêtements où ils vont pouvoir équiper leur personnage pour pouvoir jouer avec. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on me dit trop peu, c'est qu'en fait, ils ne possèdent pas ce skin. Ils ne possèdent pas ce vêtement. Ils possèdent le droit d'utilisation, et c'est marqué dans les petits caractères qu'en général, on lit trop peu. Les NFT, c'est un petit peu différent, étant donné que vous avez la possession de votre item. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs lignes de vêtements axées sur le Far West, sur cette thématique-là, forcément, où les gens dans le métaverse vont pouvoir porter des chapeaux de cow-boy, des trench coats, des colts et des bandanas, ou, si vraiment, vraiment, ils supportent le projet à fond, le masque de Buffalo qu'ils peuvent aussi trouver dans le métaverse. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, dans le cas de tes prods qui sont distribués en NFT, moi je t'achète un NFT d'une de tes prods, j'ai quoi comme droit concrètement? Qu'est-ce que je peux faire avec? Alors, les droits qui peuvent être distribués peuvent être différents en fonction de la sortie. De manière globale, tu vas avoir une sorte de pack d'entrée pour l'artiste que tu choisis de supporter, ce qui va être une sortie, donc une édition officielle du NFT, bien entendu. Mais on peut aussi l'accompagner d'utilité, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est quelque chose de super important aujourd'hui. L'utilité est à mettre au centre dans la construction de son projet de NFT, parce qu'il faut que ça serve à quelque chose. Par exemple, quand on achète un de mes NFT, en plus du produit du NFT, on va avoir un tutoriel pour apprendre la production musicale, on va avoir justement des wearables qui vont être airdroppés directement, donc distribués directement à l'acquéreur, et ces wearables ont un prix. Ces vêtements virtuels ont un prix. Et ce prix tend à fluctuer en fonction de mon actualité. Si, je l'espère pour moi, dans quelques années, j'arrive à avoir les droits, par exemple, de pouvoir remixer un Johnny Cash, ou quelque chose comme ça, potentiellement, le prix du chapeau de cow-boy de la personne qui l'aurait eu 3 ans avant ne sera pas le même. Donc, en fait, on se retrouve à donner du pouvoir à notre communauté. On fait participer notre communauté à notre évolution, à l'évolution artistique du projet qu'on porte, et on les fait avancer avec nous. Et c'est quelque chose qu'en fait, qu'on met au centre. C'est un petit peu ce principe de DAO, Decentralized Autonomous Organization. C'est le fait de mettre la communauté, ceux qui vous portent, ceux qui vous permettent de faire ce que vous avez envie de faire, au centre de ça. Par exemple, dans le futur, ce que j'aimerais faire, une des utilités en plus que j'aimerais rajouter pour les NFT, c'est que quand je fais une sortie sur Spotify et qu'elle génère des droits, pouvoir redistribuer une partie de ces royalties à ma communauté, pour que ces gens-là aussi puissent bénéficier du succès quelque part d'un produit qu'ils ont porté, d'un produit qu'ils ont promu, et d'en avoir aussi une partie du succès fatalement. Donc il va y avoir ce genre de choses-là. On peut aussi tomber sur des NFT où on va donner une partie de nos droits. Ce qui veut dire qu'en gros, je vais sortir un morceau, je vais le déposer à la SACEM, je vais garder mes droits master dessus, mais comme ça arrive constamment, par exemple, dans l'industrie de la musique rap, avec les instrumentales, on va céder une partie des droits commerciaux pour qu'ils puissent le sortir sur Spotify, pour qu'ils puissent avoir, par exemple, si on a un YouTuber,
un YouTuber qui fait des millions et des millions de vues et qui est à la recherche de contenus originaux, qui ne vont pas se faire striker, copyrighter sur YouTube, ils peuvent se servir de ce NFT. Ils peuvent également, s'ils sont, comme je disais, rappeurs, chanteurs, artistes, pouvoir se servir de cet instru-là pour pouvoir faire des compositions, les ressortir sur Spotify après et refaire du contenu. Donc en fait, on a tout ce panel d'utilités qu'on peut donner aujourd'hui à un NFT qui dépasse vraiment la simple écoute d'un produit. Attends, je crois que... En fait, aujourd'hui, tu as en anglais, ça s'appelle les unlimited licenses. Donc, tu vas avoir en fait des licences qui sont signées, qui sont rédigées par des avocats, que tu vas envoyer au détenteur de ton NFT. Donc, là, du coup, c'est sûr et certain qu'on est un peu moins dans l'anonymat, mais quand tu fais ce genre de move, il y a une sorte de lien aussi qui se crée avec ton acquéreur, avec ton détenteur. Donc, histoire de faire les choses sérieusement, tu lui envoies ce contrat, justement, ce contrat où tu vas lui dire, tu as le droit à, on va dire, tant de streams sur Spotify, par exemple 700, 800 000. Tu vas lui dire, tu as le droit d'avoir accès à tant de radios, etc., ou de manière illimitée, si tu lui donnes en illimité. Et en général, ça fonctionne comme ça, en fait. Comment dire, un NFT, si tu vas le prendre, par exemple, je sais pas, ça va te coûter 200, 300 $, 400 $. En réalité, tu n'achètes pas que le NFT, tu achètes aussi les droits d'utilisation. Donc, ça, dans le monde d'aujourd'hui où la musique peut être très contrôlée avec les copyrights, avec ce genre de choses, ça peut être un bon plan, entre guillemets aussi, pour pouvoir avoir du contenu libre de droit, original, que personne n'a, et pouvoir en être le détenteur. Alors, on va rester dans l'univers du mix avec Alix. Toi, Alix, tu as mené une expérience pour Fun Radio. Donc, à l'occasion de la Fun Radio Ibiza Experience, vous avez lancé, Fun Radio, une collection de NFT avec une plateforme qui s'appelle Atlanticus Music. Pourquoi Fun Radio s'est lancé dans cette collection de NFT ? C'est bon, mon micro marche. C'est vrai qu'on s'est lancé dans cette collection déjà dans l'idée de tester les NFT. Ça faisait un moment qu'on réfléchissait au Web3, au métavers, à ces nouveaux concepts qui sont nouveaux pour un média. Donc il y a eu un travail de sensibilisation en interne et on trouvait ça intéressant aussi de sensibiliser notre audience. Je pense que notre audience en média est encore assez loin de cet univers. Et c'est vrai que contrairement à Buffalo, nous, l'idée, c'était plutôt de se dire comment on associe un événement physique, donc la Fun Radio Ibiza Experience, comment on marque le coup après plusieurs années de Covid avec cette 6e édition, tout en apportant des utilités. Donc ça, je rejoins l'ensemble du panel. L'utilité, c'est vraiment été au centre de la création de cette collection de 10 NFT. Donc on s'est dit, pour la Fun Radio Ibiza Experience, on associe la billetterie, donc l'achat de 10 billets, 5 VIP et 5 Lifetime, donc à la 6e édition et à toutes les suivantes. Le pass à vie, c'est vrai que ça vaut le coup. Le pass à vie, ça vaut le coup pour les super fans de Fun Radio et de la Fun Radio Ibiza Experience. Je pense que ça a une vraie valeur, une vraie utilité. Et donc, on a associé ces 10 NFT à une œuvre virtuelle. Donc, une œuvre qui reprend et la musique et le logo de la Fun Radio Ibiza Experience de manière animée, un peu en mode pop art. Et on a proposé aussi 2 autres utilités qui étaient le POAP dont parlait Buffalo. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui sera sympa à terme d'avoir et cette preuve de la participation finalement de notre audience à cet événement et aux prochaines éditions, que ce soit finalement dans son wallet ou à terme peut-être dans un métavers où on pourra avoir la collection de tous les événements physiques et virtuels auxquels on a participé. En fait, là, on joue sur le sentiment d'appartenance, la fierté. Ouais, carrément. Je vais y venir. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment la communauté qui joue finalement en tant que média. Le média, c'est vraiment une force vive pour créer des communautés, avoir ce sentiment d'appartenance. On parle souvent de la famille Fun Radio, par exemple. Et là, je pense qu'avec finalement ce NFT-là, on renforce ce sentiment de communauté et c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je le disais un peu en off avant de commencer, c'est un travail de long cours. En fait, on se dit pas on veut juste faire ça et après on travaille plus sur les NFT. Là, c'était vraiment une expérimentation, d'où les 10 NFT alors qu'on aurait pu en lancer 50, 900, que sais-je. Là, on voulait vraiment tester l'appétence et de notre cible, mais aussi de ceux qui sont déjà acquéreurs de NFT pour comprendre un peu quelle était notre cible, comment on pouvait s'adresser à eux et l'intérêt qu'ils avaient dans les utilités qu'on proposait et créer finalement cette communauté de personnes qui vont acheter nos NFT et qui vont finalement s'en revendiquer et participer à cet événement, mais aussi d'autres événements. Donc, je pense que c'est vraiment le début d'une expérimentation sur laquelle on va continuer de travailler et de renforcer la valeur qu'on peut offrir finalement à cette communauté.
Et quel bilan tu en fais de cette expérience? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que ça a été bien accueilli? Parce que c'est vrai qu'il y a certains projets de NFT qui sont parfois même pas très bien compris, ou même des fois il y a un rejet massif. On l'a vu dans certains projets de jeux vidéo, par exemple, où la communauté justement refusait catégoriquement de soutenir des projets avec des NFT. Ouais. Comment ça a été accueilli Alors nous, justement, c'est pour ça qu'on y allait un peu à tâtons avec les 10, c'est qu'on voulait vraiment tester, interroger la communauté sur ce qui les intéressait et comment on pouvait finalement proposer quelque chose qui avait de la valeur. Donc on l'a aussi lancé avec Atlanticus parce que eux, ils sont quand même, c'est leur force vive en fait, c'est d'être dans les NFT musicaux. Donc on a commencé à travailler avec eux là-dessus, à réfléchir avec eux à la valeur qu'ils voulaient bien proposer aussi à leur communauté sur leur plateforme. Et c'est avec eux qu'on a co-construit finalement l'offre de NFT. Plusieurs choses pour répondre à ta question. Donc déjà, ça a été sold out très rapidement. Donc le projet a été constitué en 10 jours, ce qui est quand même très rapide. Et on a été sold out sur le Lifetime Pass en 2 jours et sur les VIP en 3 jours. Donc on aurait pu en lancer plus. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence. Les gens revendaient leurs NFT. Donc on voyait qu'il y avait quelque chose qui intéressait notre communauté. Donc ce premier pari-là de répondre à quelle est l'utilité, est-ce que les gens vont être intéressés par ce NFT-là, on y a bien répondu, je pense. Il y avait un ratio en fait prix et valeur perçue qui était très intéressant. Qui était très intéressant, ouais. On parlait tout à l'heure et de l'expérience et de la valeur et finalement de la communauté. Et là, je pense que sur ces trois points qui ont été évoqués en début de cette discussion, c'est quelque chose qu'on a bien compris et qu'on a bien appréhendé. Après, là, je pense que l'expérimentation, elle ne fait que commencer. L'objectif, là, c'est de revoir cette communauté, de les interroger sur ce qu'ils en ont pensé, ce qu'on pourrait améliorer et de co-construire avec eux les prochaines éditions potentiellement et les prochains NFT qu'on pourrait proposer. L'objectif aussi, c'est de garder la valeur de ce NFT. Donc, s'il y a des gens qui revendent leur NFT, il faut qu'on continue de proposer de la valeur pour que finalement ce NFT perdure dans le temps et continue d'avoir une valeur et pour la communauté et pour le marché du NFT. Et l'objectif, c'est de multiplier aussi la proposition maintenant qu'on l'a comprise. On a des DJ, des artistes qui viennent tous les jours dans nos studios. On a une vraie originalité, des vrais IP, donc des marques sur lesquelles on peut finalement miser et proposer des nouvelles utilités. Et c'est une nouvelle manière effectivement d'engager, de fidéliser notre communauté et de co-construire des choses avec eux. Donc je pense qu'en tant que média, on a beaucoup de choses à y gagner, notamment sur le podcast en tant que média audio. On a des émissions inédites à la radio, on a des podcasts natifs sur lesquels on pourrait imaginer plein de choses. Alors, c'est vrai qu'on parle de NFT, on parle quand même d'un sujet assez technologique, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on a l'impression que le sujet se démocratise de plus en plus. Marine, est-ce que toi, tu constates justement que on va dire le sujet est de plus en plus mainstream? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent sur les NFT ou... Alors oui et non. Je dirais que la connaissance du sujet s'est un peu élargie, mais vous l'avez déjà tous plus ou moins mentionné, il y a une grande méfiance qui reste. Les gens ont l'impression que c'est des collections qui servent à rien, qui valent 300 000 $ pour rien. Donc, mais je pense quand même que la partie technologique est de plus en plus vue par les gens. C'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 ans, les gens pensaient que exclusivement au Bitcoin, à la spéculation, etc. Puis les NFT ont explosé et il y a eu un énorme mouvement de rejet des gens qui ne comprenaient pas en fait l'intérêt. Et effectivement, il y a eu plein d'abus, des projets absurdes qui ont explosé et puis qui sont partis. Et j'ai l'impression, après moi je reste dans un milieu qui est tellement là-dedans que j'ai du mal à percevoir, mais quand j'en parle avec ma famille par exemple, j'ai l'impression que c'est de plus en plus perçu en fait l'intérêt que ça peut avoir. Et je voulais rejoindre ce que vous avez dit aussi, je pense que ce que les gens cherchent, c'est vraiment une communauté. Là on le voit, le projet de NFT qui fonctionne le mieux depuis des mois, qui a explosé tous les records, c'est Bored Apes. Et c'est en fait un projet qui, à la base, c'est des photos de profil assez classiques. Et ils sont en train de monter tout un truc autour avec un métaverse, avec une communauté. Et on sent qu'au-delà de l'attrait financier, ce qui a vraiment fait que ça a fonctionné, c'est que les gens se font partie d'une communauté. C'est même dans le nom, c'est un club en fait. Et donc je pense que ça, les gens commencent à le percevoir. Et ça s'appuie sur tout ce qui existe déjà sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire sur Facebook, les gens qui changeaient leurs photos de profil, sur Twitter, la petite marque, etc. Je pense qu'en fait, quand ça s'engage là-dedans, les gens d'un coup, ils comprennent beaucoup mieux ce que c'est. Mais on en est encore au balbutiement. Et pour les autres usages dont je parlais, plus administratifs, là, c'est encore compliqué à mettre en place. Alors, tu parlais des photos de profil, justement, pour les machines à écrire avec 20 Mint, on voit des détenteurs de ce NFT qui sont fiers d'afficher sur LinkedIn ou sur Twitter la photo de leur NFT pour dire je fais partie du projet
20 Mint. On parlait de vulgarisation, d'expliquer concrètement ce que c'est un NFT. Là, c'est vraiment la mission première de 20 Mint. Je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Finalement, l'audience du journal, c'est pas forcément ceux qui ont investi, en fait, parce que ceux qui ont investi, ils sont déjà au courant, en fait. Ouais, je constate tous les jours sur le Discord, effectivement, nous, on travaille avec notre communauté sur un Discord, sur un serveur, et puis on échange tous les jours, on joue avec eux, on fait plein de choses. Parfois, j'ai expliqué des choses de base sur 20 minutes et je constate qu'ils n'étaient pas du tout. Nous, on revendique 20 millions d'utilisateurs mois de notre marque parce que c'est comme ça qu'on est sondé, comme d'autres, via Médiamétrie, genre de choses. Et donc, on se dit, tout le monde connaît, en fait, en tout cas dans le Discord. On repart parfois sur les bases. On me demande quasiment tous les 2 jours si le magazine va être payant. Enfin, voilà. Donc, pour nous, ça a été aussi cette découverte, c'est de se dire qu'on a attiré à nous des gens qui connaissaient pas forcément le journal, en revanche, qui comprenaient en 2 mots ce qu'était notre mission, c'est de distribuer gratuitement de l'information qu'on espère de bonne qualité, certifiée, recoupée, faite par une centaine de journalistes salariés dans des conditions, là aussi, on souhaite tout à fait correctes, pour informer les gens, qu'ils aient des infos en commun pour pouvoir se faire leur propre idée. Sur le Web3, sur la question des NFT, on a eu énormément de défiance aussi d'une partie de notre lectorat, mais c'est pas forcément il y a 2 types de défiance. Il y a la défiance des gens qui n'ont pas vraiment d'avis sur la question. Et pour eux, on a un magazine qui arrive où on va essayer de faire de la pédagogie. Et il y a de la défiance de personnes éclairées qui savent ce qu'est un NFT et qui simplement ne veulent pas d'un certain nombre d'usages qu'on a essayé de leur vendre à prix d'or, y compris dans les jeux vidéo, où on a tendance à dire qu'il y a une portabilité des objets qu'on achète et puis on ne la voit jamais venir, où on a des projets qui promettent monts et merveilles, et qui tirent le tapis et qui s'en vont avec l'argent. Voilà, ce genre de choses, il faut les uns les autres qui manipulons ces outils-là, qu'on soit très vertueux pour faire la bonne démonstration de ce que peut être un NFT demain et plus largement les technologies du Web3. Et maintenant qu'il y a un acteur, on va dire, sérieux en France qui s'est lancé, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres initiatives qui vont rapidement se développer grâce à ça? Il y a que des acteurs sérieux autour de la table et moi, je découvre des super projets, j'en découvre tous les jours. J'ai la chance du coup de les voir venir à moi alors qu'avant, j'allais les chercher sur Cryptos, beaucoup. Donc, c'est super. Ouais, je pense qu'il va y avoir des projets de partout. Je dis oui à toutes les sollicitations aujourd'hui parce que j'ai envie de rencontrer un maximum de personnes et de dire à tout le monde, allez-y. Ça vous coûtera pas grand-chose en termes de temps, mais intellectuellement, de se confronter à ces nouvelles technologies, ça permet, que ce soit sur le métavers, que ce soit à travers une DAO, que ce soit via des NFT, qui est peut-être la marche la plus simple à gravir, d'aller nouer des nouveaux liens avec des communautés et de se poser aussi la question de quelle est notre communauté. Si vous avez des podcasts, et si vous êtes host les uns les autres et que vous vous demandez ce que votre communauté est prête à faire pour vous, c'est une bonne manière de le sonder. Il n'y a pas que l'argent, il y a ce qu'on va leur proposer de faire derrière. Moi, ils sont en train de rédiger un glossaire, des mots importants du Web3 qu'on veut pouvoir expliquer à nos lecteurs. Je n'ai pas les capacités en interne en rédaction d'avoir cette expertise, de travailler pendant 5 heures à échanger sur la définition précise d'un airdrop pour être sûr que tout le monde puisse la comprendre. Nous, il y a une économie derrière qui ne nous permet pas de faire ça. Donc, il ne s'agit pas de remplacer des journalistes payés par du participatif complet. Il s'agit d'amplifier le travail de journalisme qui mérite salaire par un travail participatif qui mérite rétribution, une rétribution qui peut être un peu plus symbolique. Damien, tu voulais compléter? Oui, Laurent a commencé à aborder ce point-là. On est quand même au Paris Radio Show, donc c'est intéressant de parler podcast, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a un point sur lequel nous, podcasteurs, qui nous sommes un peu en aveugle, c'est notre communauté. On a beaucoup de plateformes qui distribuent, Ocha par exemple, qui nous accueillent, que d'ailleurs on utilise. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés à avoir des liens avec nos communautés qui sont plus dans des logiques de consommation, qui vont nous chercher sur des plateformes de balado-diffusion et qui vont nous écouter, qui vont éventuellement nous laisser des étoiles et des commentaires, mais ça ne va pas forcément plus loin, si, peut-être sur Twitter, mais voilà, ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la capacité de mobiliser une partie de sa communauté, peut-être les plus motivés, ceux qui ont envie d'aller plus loin, en leur proposant, comme on le disait, la bonne valeur d'usage idoine qui leur permettra de faire en sorte d'aller plus loin avec nous. Et donc, c'est ça qui est inventé, qui est hyper intéressant. Alors, quand on a des objets musicaux, on va dire des événements, des expériences, etc., diverses et variées, c'est vrai que c'est, je n'ai pas envie de dire facile, ce n'est pas du tout le terme, mais on va dire qu'il y a une valeur qui est immédiate et qu'on peut arriver à proposer. Dans la question des podcasts, où finalement, la valeur est très souvent une logique de fidélité
vis-à-vis de nous, on a une communauté qui est hyper fidèle. On a des gens qui nous écoutent depuis X saisons. On est un des plus vieux podcasts tech sur ces aspects-là, qui est toujours en fonction. Et c'est vrai que on se dit c'est l'occasion de fidéliser. Donc, je le disais tout à l'heure, si on retourne à l'aventure, et je pense qu'on le refera, certainement qu'on proposera d'autres choses qui seront peut-être plus des choses liées au fait de pouvoir nous rencontrer, d'échanger avec nous directement et peut-être de faire en sorte d'avancer ensemble. Et il y a un podcasteur qui sait très bien utiliser justement sa communauté, c'est Gary Vee. On avait parlé un petit peu typiquement Gary Vee, oui, c'est un exemple typique. Pas que, en général, depuis le début, c'est quelqu'un qui sait parfaitement bien mobiliser ses communautés sur ces différents réseaux et c'est quelqu'un qui est très en pointe là-dessus. Et oui, donc utiliser les NFT, c'est une continuation logique avec ce qu'il fait déjà. Alors, Alix, du côté des États-Unis, on peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a iHeart qui va acheter des NFT, des CryptoPunks pour acquérir la propriété intellectuelle et pour en faire un réseau de podcasts avec. On voit aussi American Idol, il y a une collection en NFT avec un NFT par participant. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que dans le groupe M6, vous regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis, vous essayez d'adapter ou même de juste regarder, voir ce qui se passe Ouais, je pense que pour toute nouvelle évolution technologique, on a toujours regardé ce qui se passait dans d'autres pays. Je pense qu'on benchmark tous ce que tout le monde fait. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'innovations tous les jours sur les NFT que c'est dur de garder le rythme et de tous les suivre. C'est vrai qu'iHeart a une réflexion intéressante sur l'acquisition finalement de ces NFT pour en faire des histoires. Donc, c'est un prisme intéressant. American Idol, pareil, ils ont ce prisme de créer des cartes autour de candidats pour l'émission American Idol. C'est des modèles qu'on regarde avant même qu'American Idol annonce ce qu'ils faisaient. Il y avait déjà une réflexion un peu comme ça et sur la radio. Donc, on est en train de réfléchir à lancer des cartes avec un jeu qui s'appelle Navstars autour de notre marque Fun Radio. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore sorti, mais sur lequel on travaille activement. Et effectivement, comme vous l'imaginez, le groupe M6 a pas mal de marques aussi sur lesquelles on pourrait imaginer ce type de concept. Donc, c'est quelque chose évidemment qui nous inspire. Mais on l'a vu avec le premier projet qu'on a lancé, ça pose quand même des questions. C'est quel est le process, comment on fait ça en interne, parce qu'en fait, c'est des nouveaux contrats. On a parlé de smart contracts, c'est aussi des nouvelles façons de faire de la comptabilité avec des wallets. Aujourd'hui, pour un grand groupe comme le groupe M6, c'est révolutionner un peu la manière de faire de la compta. Et d'un point de vue opérationnel, c'est aussi des nouveaux métiers, des nouvelles expertises, que ce soit tech, design, mise en ligne de ces nouveaux NFT. Donc, il y a plein de choses à inventer. Mais le groupe M6 a toujours été assez précurseur. Donc, on prend la vague au début. On essaye de se créer ces nouveaux process et de voir comment ça s'applique au mieux à nos marques et aux utilités qu'on peut offrir à notre communauté. C'est vrai qu'en fait, il y a un vide juridique. Alors vous, du coup, pour la collection là avec Fun Radio, vous avez vous êtes reposé intégralement sur Atlanticus Music. C'est eux qui ont pris l'argent. D'un point de vue technique, ouais. C'est eux qui ont mis en ligne, qui ont géré finalement que ce soit l'achat en carte bancaire et en crypto, parce qu'il y avait les deux possibilités. Ça, c'était très important pour nous de proposer l'achat en carte bancaire pour notre audience qui n'était pas forcément qui n'avait pas forcément un crypto wallet et qui n'avait pas forcément de crypto-monnaie en tant que telle. Et donc, on voit qu'il y a eu quand même un partage entre la carte bancaire et l'achat en crypto. Et c'est vrai que d'un point de vue juridique aussi, là, nos juristes ont beaucoup travaillé pour finalement se mettre à jour sur ces nouveaux concepts. Et maintenant, on est prêt à faire des contrats là-dessus, des smart contracts avec pas mal de nouvelles questions dont on se parlait tout à l'heure. Finalement, chez nous, la non-reproductibilité, mais l'acquisition de NFT authentiques, rares et spécifiques à notre marque. Donc c'est bon, on a bien testé et c'est vrai que ça pose plein de questions, mais c'est des questions super intéressantes et c'est un vrai challenge. Oui, c'est intéressant parce que du coup, l'expérimentation, ça a permis de tester avec la communauté, mais aussi de tester le process interne, du coup. Complètement. Ça a vraiment permis de commencer à tester le process interne. Après, j'avoue qu'on est qu'au début de la mise en place de ce process-là. On a une mini task force en interne de personnes qui réfléchissent à ces nouveaux concepts. Et c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser, comme je le disais, en interne, mais aussi en externe auprès de la cible du groupe M6. Alors, dernièrement, on va rester dans le point de vue administratif. Comment ça se passe avec 20 minutes comment vous arrivez à gérer ça Ouais, il y a pas mal de choses à dire de tout ça sur l'aspect comptable. Voilà, on s'est fait payer en Ether. Nous, on voulait que des gens qui étaient déjà sur le. Alors Ether, c'est une crypto-monnaie. Une des crypto-monnaies qui s'est, comme beaucoup d'autres crypto-monnaies ces derniers temps, bien dépréciée. Donc il y a
il y a forcément dans la direction d'une entreprise, moi c'est pas mon entreprise, je suis rédacteur en chef là-bas, donc j'ai des gens au-dessus de moi qui me demandent un petit peu où est l'argent et quand est-ce qu'il va revenir. Et ouais, c'est un peu ça. Mais il va revenir, mais faut être un peu patient. Donc ça c'est un aspect. On a eu la chance nous de nous confronter à tout ça en septembre dernier quand on a vendu pour une première fois un NFT aux enchères. On voulait vendre un NFT aux enchères dans une salle d'enchères physique au marteau, quoi. Et c'était à l'époque, c'était pas possible. La législation a avancé, donc on a dû contourner avec l'accord du législateur un peu ces limites-là en vendant un NFT avec son support physique. C'est une journaliste de chez nous très brillante, Laure Baudonnet, qui a monté tout ce dispositif et qui a fait ce qu'on appelle l'acculturation, ce qui est globalement la galère, c'est-à-dire aller voir le comptable et dire faut créer un MetaMask. Aller voir le juriste et dire va falloir un avenant au droit d'auteur parce qu'il y a tel photographe qui a travaillé sur ce numéro, il travaille pour une agence, l'agence veut pas. Il y a ce qu'on appelle aussi les droits de suite qui sont liés à la revente de votre NFT. Vous allez percevoir potentiellement de l'argent sur cette revente. C'est un point à gérer parce que il peut y avoir des enjeux financiers énormes. Nous, on avait décidé de la limiter. Il y a une commission à chaque fois qu'on le revend. Voilà. C'est ça. Et pour certains, on parle de ça, il y a des euros qui s'affichent dans les yeux, on se dit il va y avoir une rente à vie. Alors ça peut exister, le Bordep, on sait que c'est une de leurs sources de revenus. Mais chez nous, c'est complètement anecdotique. Et c'est en revanche de la paperasse à n'en plus finir pour gérer ce type de problème. Donc sur la deuxième opération, on a été un peu malin. On a évité tous ces problèmes et on a créé une carte de membre plutôt que de vendre des journaux. Eh bien, merci à vous 5. On va passer aux questions, s'il y en a qui ont des questions dans le public. Bonjour, moi j'ai 2 questions. La première, c'est notamment côté 20 minutes et Fun Radio sur les expérimentations que vous avez menées. Qu'est-ce que vous envisagez du coup? Est-ce que vous avez déjà envisagé les prochains projets pour remobiliser la communauté, pour l'élargir ou potentiellement des projets complètement différents? Et la deuxième, c'est juste, est-ce que vous pouvez nous partager des dimensions de coût de ces tests-là? Donc, je vais parler pour Fun Radio. Je le disais tout à l'heure, effectivement, sur la communauté, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Donc, là, je vais dire des choses, mais qui ne sont pas du tout encore actées, mais pour vous montrer la réflexion qu'on peut avoir. Là, bientôt, il y a la fête de la musique. Donc, un sujet qu'on se disait, c'est peut-être réinviter la communauté à des événements qu'on va faire autour de ça et en profiter, justement, comme je le disais aussi, pour les réinterroger sur ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient, ce qui pourrait être intéressant. 20 minutes à lancer son Discord. Nous, j'avoue que pour le moment, Discord, c'est quand même une nouvelle manière de faire, il faudrait une personne dédiée. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envisagé, mais je sais que ce serait bien et important. Donc on reste sur les autres réseaux sociaux pour échanger avec eux et voir ce qu'ils nous disent et suivre un peu les réflexions qu'ils pourraient nous partager par rapport à ce qu'ils attendent et ce qu'ils voudraient faire. Ça, c'est sur l'aspect communauté et suite qu'on va donner. On va aussi réfléchir à d'autres projets pour Fun Radio. Donc, je le disais, des cartes Fun Radio, par exemple, et d'autres projets NFT potentiellement pour d'autres événements ou pour certaines émissions, programmes. C'est vraiment des choses auxquelles on réfléchit. Et sur l'aspect coût, donc Anthony le soulignait, c'est Atlanticus Music qui aujourd'hui a mis en ligne, minté, participé vraiment sur la partie technique. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas concrètement des équipes techniques qui nous permettent de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aussi bien reposé sur ce partenaire avec lequel on a super bien travaillé et qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'avoue que sur la partie coût, moi, je ne vais pas avoir les mêmes coûts que Laurent, mais qui a aussi travaillé avec un partenaire. Donc, je te laisse peut-être la main là-dessus. Sur exactement la même chose pour nous. On a choisi un partenaire qui était assez fou pour nous suivre, alors que moi, j'avais pas de cash. Je suis journaliste, je sais que dépenser de l'argent. Et donc, je leur ai dit, bah voilà, moi, j'ai rien à vous promettre d'autre que si ça se vend, vous toucherez de l'argent, mais nous, on vous avancera rien. Ils nous ont suivis, c'est Capsule Corp Lab. Je leur rends hommage. C'est une boîte française qui est vraiment audacieuse et qui nous a aidés de A à Z. Dans les coûts, quand même, ce que je peux vous dire et qu'il faut prendre en compte, je rebondis sur ce que vient de dire Alex, c'est le Discord et plus largement l'animation de communauté. C'est le poste de dépense le plus important chez nous. Voilà, un Discord, c'est une personne à temps plein, à minima, pour un Discord qui n'est pas énorme, de 1500 personnes. Là où on a 3 personnes chez nous qui animent l'ensemble des autres communautés. Et on a des énormes communautés qui n'en sont sans doute pas au final. Mais voilà, donc ça, c'est un coût à ne pas sous-estimer. Et pour la suite, en 2 mots, on a à la fois des choses qui nous amènent vers la DAO pour donner toujours plus de valeur aux gens qui ont fait le premier achat. Et de l'autre côté, se servir des NFT comme d'une manière de faire
comprendre aux gens qui auront lu le magazine ce que peut devenir le Web3, en bien mais aussi en mal, et peut-être d'ailleurs qu'on commencera par le en mal. Donc on a une mécanique à la rentrée qui arrive complètement différente et qui utilisera un peu à rebours sans doute le NFT, mais on en parlera quand déjà on l'aura annoncé à la communauté à qui on doit cette primeur-là, et puis quand ce sera un peu mieux ficelé. Alors, je sais qu'il y avait une autre question, c'est ça? Merci. Bonjour, enchantée. Je voulais revenir un petit peu à ce que disait Buffalo tout à l'heure. Tu disais donc qu'il y avait, là vous étiez à peu près à 2000 en ce moment dans le métaverse. Est-ce qu'on peut revenir aux chiffres des premiers, du premier événement, et en combien de temps, enfin combien d'événements en combien de temps, pour se rendre compte de l'évolution? Alors, en termes de chiffres, on va partir déjà sur à peu près 10-15 000 personnes qui utilisent Decentraland, le métaverse, de manière quotidienne. Dans ces personnes-là, il y a des gens qui vont y aller pour jouer à des jeux, parfois même pour gagner de la crypto-monnaie, donc du poker, des choses comme ça, qui vont attendre des events et qui vont participer à des activités ou tout simplement pour retrouver leurs amis. Quand on a démarré la tournée, la première date a rassemblé à peu près 350 personnes. Et en fait, comment ça fonctionne? Quand vous arrivez sur un serveur, vous retrouvez vos amis. Si ce serveur est plein, il vous envoie sur un autre serveur où c'est exactement la même chose. Et vous multipliez ça par 10 et ça vous donne déjà une idée à peu près quand vous voyez le nombre de personnes qui sont sur la scène, donc qui sont sur la construction 3D justement dans ce club virtuel. Vous multipliez ça par 10, ça vous fait déjà une idée des personnes qui sont en train d'assister à votre événement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, ça a vraiment généré une sorte de mouvement où les gens ont compris qu'il y avait une première présence dans le métaverse professionnel, et ce qui a occasionné des shows de plus en plus grands, mais aussi parce que les clubs virtuels qu'on faisait étaient de plus en plus grands. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dimension là-dessus aussi. On a commencé dans un tout petit club qui pouvait accueillir, parce qu'il faut comprendre que sur ces serveurs-là, il y a un nombre de personnes maximum que vous pouvez accueillir. Plus votre parcelle est grande, plus vous pouvez accueillir de personnes. L'Amnesia Ibiza, par exemple, a une construction qui est énorme dans Decentraland, bien plus grosse que le premier club où moi j'ai mixé. Le dernier club que j'ai fait, c'était pareil, c'était une place de festival, donc c'était quelque chose qui pouvait accueillir bien plus de personnes. Donc là, on passait effectivement de 350 à 900, puis 1000, puis 2000, parce que la capacité du lieu le permettait, exactement comme dans la réalité en fait. Ça tombe bien parce que ça rebondit sur d'autres questions que j'avais, qui étaient que du coup, les salles, donc elles sont déjà existantes. Donc en fait, si elles n'avaient pas été existantes, tu n'aurais pas pu, pardon, je tutoie, ouais, merci, tu n'aurais pas pu organiser ces événements. Et si c'est le cas, est-ce que, enfin, après, donc, est-ce qu'il y a un coût de location dans ces salles? Enfin, comment ça marche? Il y a une utilisation Alors, en général, ce sont des projets de NFT qui vont avoir ce qu'on a en anglais leur venue, donc leur établissement virtuel dans le métaverse. Par exemple, le premier projet pour lequel j'ai mixé s'appelait The Rocking Unicorn. C'est un projet de NFT. Vous allez avoir 1000 licornes qui ont des traits différents, des dessins différents, mais qui ont une utilité musicale parce qu'en fait, leur but à eux sont de supporter les artistes. C'est-à-dire que quand vous mintez, quand vous prenez un de leurs NFT, un pourcentage va justement à l'artiste que vous choisissez de supporter. Ça a été les premiers aussi, le premier acteur véritable à faire des shows dans le métaverse de manière récurrente, comme un vrai club, vendredi, samedi, dimanche, puis toute la semaine. Mais à la base, c'était un projet de NFT. Et en général, ce qu'on voit, c'est que tous ces clubs sont une extension en fait de l'utilité de ce projet de NFT. Je vais en citer un autre qui s'appelle le MetaZoo dans Decentraland. À la base, le MetaZoo, ce sont un collectif de personnes qui font des vêtements virtuels et qui sont très doués, qui ont construit leur club et qui, du coup, font des soirées maintenant tous les vendredis et les samedis. Le MetaZoo, par exemple, est le lieu le plus visité le vendredi soir. C'est vraiment the place to be pour ceux qui aiment se retrouver dans ce genre de contexte-là, par exemple. Ok. Et j'ai une petite dernière question générale un peu à tous. Concernant les NFT, comment est-ce que vous communiquez? Donc déjà, est-ce qu'il y a une communication interne dans le métaverse qui se met en place en termes de stratégie? Et ensuite, pour toutes les personnes justement qui peuvent être réticentes ou quoi, comment est-ce que vous communiquez pour les convertir en des utilisateurs NFT? Moi, si je peux dire une chose, je pense que ça passe déjà par beaucoup d'apprentissage. Parce qu'on a besoin d'en maîtriser le lexique, de comprendre ce que c'est. Et c'est logique parce que c'est nouveau pour beaucoup de personnes, comme les ordinateurs dans les années 2000, Internet.
Peut-être que le clic, on ne savait pas ce que c'était il y a 20 ans. Maintenant, ça nous paraît complètement bénin, mais à l'époque, ce n'était peut-être pas le cas. Et tout ça, on a besoin de l'assimiler pour vraiment comprendre qu'en fait, ce n'est pas si complexe que ça quand on en maîtrise les codes. Donc, je pense que la première des choses dans laquelle moi j'irais, ce serait vraiment d'accompagner les gens qui ne connaissent pas en leur expliquant avec des mots simples et d'essayer de les guider vraiment vers ce que c'est. Et une fois qu'ils en ont la maîtrise, je pense qu'ils sont plus en mesure de pouvoir comprendre les autres facettes, étape par étape. Moi, ouais. On va passer à une dernière question, mais je sais que Damien il a un impératif, donc on va te libérer. C'était pas pour Damien. Ah, c'était pour Damien. Je vais rester, vas-y. Et après, je vais attraper mon VTC. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Donc, question pour Damien, je vais essayer de faire vite. J'imagine que vous connaissez Pianity, qui fait du coup des NFT musicaux. Et j'avais pour projet avec un ami avec qui on crée des podcasts de faire justement un podcast avec une musique originale de ma composition. Et l'idée aurait été après de commercialiser ce morceau sous forme de NFT. La question que j'ai, c'est Pianity a du coup ce système de revente qui permet à l'artiste d'être valorisé à chaque transaction entre tiers. Oui, le droit de ce qu'on appelle le droit de suite. Exactement. Est-ce qu'il y a ça sur Uncut ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez dans le cas où il y aurait un NFT musical spécifiquement? Alors moi, je ne représente pas Uncut, hein. Moi j'ai juste utilisé la plateforme comme d'autres plateformes comme intermédiaire. L'intérêt de la plateforme, c'était qu'en fait, elle permettait d'acheter un NFT sans avoir besoin de crypto. On avait juste besoin de mettre sa carte bancaire et on l'achetait. Donc voilà, donc c'est le principal intérêt de cette plateforme. Je n'ai pas du tout la moindre idée. Mais je sais simplement, pour en avoir discuté pas mal avec le fondateur de la plateforme, donc Carlos Diaz, que oui, je pense qu'il y a dans les cartons la volonté de faire ça, puisque la volonté même de la plateforme, c'est de vouloir redonner du pouvoir aux créateurs et notamment de pouvoir trouver une source de monétisation pour les podcasts, qui aujourd'hui est, on ne va pas se mentir, quand même le gros point faible de l'histoire. Donc par conséquent, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est monté. Aujourd'hui, est-ce que c'est en fonction? Je ne pense pas. En revanche, que ce soit dans la roadmap produit, je le pense, mais je ne suis pas la bonne personne qui pourrait répondre à ça. Le mieux est de s'adresser directement à Carlos sur un des différents réseaux sociaux existants où il est très accessible. Alors justement, si le sujet vous intéresse, il y a une longue interview qui est sur la plateforme Cool de Podcast Magazine. Donc vous pouvez aller sur podcastmagazine.fr et vous inscrire à la plateforme Cool. Il y a une interview avec justement Carlos Diaz. Pendant 3 quarts d'heure, il explique le projet de Uncut.fm, quel problème ça résout et comment ça marche, et même la roadmap et les fonctionnalités à venir. Merci à vous 5. Table ronde très intéressante. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir nous voir en extérieur. Merci à tous. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.